Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de parler d'un fléau au niveau applicatif, d'une faille qui est, si on veut, la plus présente au niveau des vulnérabilités applicatives, qui est le buffer overflow, autrement dit le dépassement de tampon. Qu'est-ce que c'est? Comment cela marche? Comment on peut l'exploiter? Et comment cela se passe au niveau de la mémoire? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction sur les buffer overflow, suivi par des prérequis qu'il vous faut pour pouvoir comprendre adéquatement cette faille. Nous allons ensuite découvrir l'outil qu'on va utiliser qui est GCC ainsi que GDB. Ou enfin, on pourra découvrir plus précisément ce qui se passe au niveau des buffer flow ainsi que la découverte d'un petit schéma qui va nous expliquer exactement ce qui se passe au niveau de la mémoire. On finira notre présentation par un petit lab où on mettra en œuvre cette attaque. Dans ce chapitre, c'est plus une introduction au buffer overflow qu'une exploitation avancée de ce dernier. On essaiera de traiter ça d'une manière pédagogique, de pouvoir exploiter ce buffer pour voir ce qui se passe au niveau de la mémoire et pour pouvoir comprendre cette faille plus précisément. Donc dans la prochaine formation, on traitera les aspects plus avancés de la sécurité et surtout de la sécurité applicative. On découvrira quasiment toutes les possibilités d'exploitation des vulnérabilités applicatives. Il faut savoir que les buffer overflow font partie des failles les plus dangereuses, mais aussi celles qui possèdent le plus de possibilités d'exploitation. Il est nécessaire d'avoir bien compris le contenu de la vidéo précédente afin de bien cerner le sujet, donc d'avoir compris très bien ce qui se passe au niveau de la segmentation mémoire. Pour comprendre et en adéquation, donc pour bien comprendre cette partie concernant les failles applicatives, il faut avoir quelques bases en langage C, une machine Linux ainsi que les bases d'utilisation en ligne commande. Donc dans notre cas, on a déjà notre machine Kali, donc c'est ce qu'on va utiliser, mais vous pouvez aussi utiliser une autre machine, ainsi que les outils GCC et GDB. Quels sont ces outils? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Donc GCC ou compiler c'est un GCC pour GNU Compiler Collection, abrégé en GCC, est un ensemble de compilateurs créés par le projet GNU. Donc GCC est un logiciel libre capable de compiler divers langages de programmation. GCC est utilisé pour le développement de la plupart des logiciels libres. Ainsi, le noyau Linux dépend notamment étroitement des fonctionnalités de GCC. Concernant GDB, ou pour GNU Debugger, donc c'est un débugger standard du projet GNU. Il est portable sur de nombreux systèmes type Unix et fonctionne pour plusieurs langages de programmation. Il est écrit par Richard Stallman. Donc GDB est un logiciel distribué sous licence GNU GPL. Donc GDB est un outil vraiment extrêmement puissant de débogage qu'on va pouvoir découvrir au sein de notre formation au fur et à mesure. Donc buffer overflow, comme on l'a cité tout au début, veut dire un dépassement de tampon. Donc buffer pour zone de mémoire et overflow pour dépassement. Donc la faille consiste à copier des données sans vérification de la taille, c'est la source de cette dernière. Donc une fois qu'on va copier une taille qui est plus grande que la cellule qui est allouée à cette dernière, on va automatiquement déclencher un dépassement de cette zone mémoire. C'est dans ce dépassement qu'on va pouvoir injecter notre code. Donc on va citer un bug par lequel un processus lors de l'écriture dans un tampon écrit à l'extérieur de l'espace alloué du tampon, écrasant ainsi des informations nécessaires au processus. Et c'est là on va exécuter des instructions qui seront introduites dans le processus, autrement dit des shellcodes. Donc il existe beaucoup d'exploitations concernant les buffer overflow. Les plus courantes sont les stacks overflow, les injections de shellcode au niveau de la pile, les dépassements de capacité, les écrasements SEIP, etc. Nous allons pouvoir découvrir toutes ces exploitations possibles donc au niveau de la prochaine formation avancée sur la sécurité et le hacking. Donc ce qui se passe exactement dans le cas normal, ceci est le contexte d'exécution actuel. Donc on a le SEBP, ensuite le SEIP. Donc ce qui se passe lors d'un buffer overflow, donc normalement, on va dépasser le contexte d'exécution actuel pour enfin
injecter notre shellcode. Ce shellcode qui va exécuter un code pour exploiter cette faille à des fins, par exemple, de prendre le contrôle d'un accès route ou encore à des fins de DOS, donc déni de service, pour faire tomber une machine, etc. Donc c'est exactement ce qui se passe. Donc encore une fois, on va dépasser le contexte actuel donc de l'exécution. On va écrire dans des adresses mémoire qui ne sont pas assignées à notre programme. C'est dans ce cas que le hacker va essayer d'injecter son shellcode. Donc l'instruction vers le shellcode. Donc ce shellcode va être exécuté et va permettre au hacker d'avoir accès à des privilèges ou encore avoir accès à des possibilités pour d'aider doser votre machine, donc la faire tomber grâce à ce buffer, la faire bugger ou encore prendre des privilèges, pouvoir écrire ce qu'il veut, comme par exemple bypasser l'accès, par exemple si c'est protégé par un mot de passe, etc. Donc tout est possible. Donc sans plus tarder, allons découvrir ça ensemble. Donc, une fois au sein de notre machine, on va pouvoir utiliser le code suivant pour pouvoir comprendre ce qui se passe au niveau d'un buffer overflow. Donc le code est le suivant. On va l'ouvrir grâce à l'éditeur Gedit. Donc c'est un code qui est vraiment très simple. On va gérer une authentification. Donc on aura comme paramètre un mot de passe. Donc si le mot de passe est égal à alform, donc on va donner à notre flag 1 pour correct. Encore une fois, si c'est conda, on va donner au flag 1 et on va retourner ce flag. Donc si ce flag est égal à 1, on va donner l'accès. Sinon, on va pas donner l'accès à l'utilisateur. Maintenant, on va compiler notre programme grâce à la commande gcc -g pour spécifier qu'on va pouvoir débugger ce programme plus tard en utilisant l'outil gdb, -o pour l'output. On entre ensuite le nom de notre fichier, donc notre fichier de sortie. On va lui donner par exemple, encore mieux, bf test et notre fichier c. Donc une fois compilé, on va tester notre programme avec le mot de passe par exemple Handa. Donc on n'a pas accès. Avec Conda on a accès. Avec Alform pareil. Donc maintenant on va essayer quelque chose. Donc on va essayer de rentrer un autre paramètre et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc on va essayer de rentrer le paramètre suivant, c'est ce qui est juste une série de A. On va cliquer sur entrée. Et bizarrement, on a accès. Pourquoi on a accès si c'est le mot de passe n'est pas le bon? Donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre. C'est la base sur laquelle on va se lancer pour pouvoir découvrir le principe du buffer overflow. Pour comprendre le fonctionnement anormal de notre programme, nous allons étudier son fonctionnement exact à l'aide de GDB. Pour lancer GDB, il suffit de taper le nom, ensuite tirer et ensuite notre fichier pftest. Voilà, on a pu charger notre fichier au sein du debugger GDB. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister notre programme. Donc juste pour pouvoir analyser et débugger, on aura besoin du numéro de ligne. Donc pour faire des breakpoints, etc. Donc voilà, notre programme a été listé. Ici, nous lançons donc GDB et plaçons un breakpoint au niveau de la ligne 9. Mais aussi au niveau de la ligne 16 pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc c'est là où on copie le mot de passe et c'est là où on retourne le flag qui va nous spécifier si on a le droit d'accéder ou pas. Pour ceux qui ne connaissent pas l'utilité des breakpoints, ceci permet de stopper l'exécution du programme juste avant de la ligne signalée par le breakpoint. Cette pause nous permettra donc, encore une fois, d'analyser le contenu de la mémoire du programme et donc de mieux comprendre le fonctionnement. On va mettre
Maintenant, nos breakpoints, en tapant break, le numéro de la ligne 9, comment spécifier celle on va copier le mot de passe rentré, donc le paramètre rentré par l'utilisateur, et la ligne 16, on va retourner le flag. Lançons maintenant notre programme dans GDB avec le même argument que celui dans la ligne de commande. Pour lancer un programme au niveau de GDB, il suffit de taper Run, ensuite notre paramètre. Et voilà, le fichier s'est exécuté et nous remarquons que le programme est bien arrêté au niveau du premier breakpoint. Analysons donc l'état de ces variables. Pour analyser l'état d'un variable, il suffit de taper XS et notre variable password buffer. Ensuite, on va analyser le contenu de la variable authentication flag. Donc, comme nous sommes dans la fonction checkAuthentication, nous pouvons accéder à ces variables. Nous pouvons alors voir que, concernant password buffer, se trouve au niveau de l'adresse donc suivante et contient des données aléatoires. Authentification flag se trouve à l'adresse suivante et contient la valeur hexadécimale 0, donc la valeur qu'on lui a assignée lors de la création. Calculons l'écart mémoire entre nos deux variables maintenant. Donc on va faire un print. On va copier l'adresse dans notre première variable, ajouter un tiret et copier l'adresse de la deuxième variable. Donc nous voyons que celui-ci est de 28 octets. Donc authentification flag est donc stocké 28 octets après password buffer. Donc l'instruction suivante nous permettra donc de localiser authentication flag, donc notre auth flag, tout en s'intéressant uniquement à password buffer. Pour faire ceci, on va taper CTRL X, c'est XW, et ensuite password buffer. Donc nous pouvons retrouver la valeur authentication flag en remarquant le 0. Donc on peut calculer le nombre d'écarts. Vous pouvez afficher encore une fois plus de détails avec l'affichage des 28 octets. Donc la valeur de notre authentication flag est celle-ci. Donc stocké 28 octets après le password buffer. Donc un octet est égal à 8 bits. Donc vous pourrez calculer, vous tomberez sur l'adresse suivante. Vous pouvez aussi taper la commande, donc ajouter l'affichage des 28 octets, donc pour afficher plus d'informations. Donc vous irez encore plus loin donc dans l'écart mémoire. Donc vous pouvez faire une des deux. Donc au cas où vous êtes au niveau donc de la mémoire, si vous voulez afficher plus de détails, si l'écart mémoire est plus que ce qu'on est en train d'utiliser, pour afficher autant de détails que vous voudrez pour arriver à trouver l'écart entre ces derniers et trouver donc de retrouver par exemple la valeur de authentication flag, par exemple la valeur d'une variable x dans ce cas. Donc après ces inspections, nous laissons le programme continuer, aller jusqu'au second breakpoint et réalisons la mémoire de nos variables. Donc pour faire continuer le lancement du programme, on tape continue. Donc une fois qu'on tape continue, le programme va s'arrêter encore une fois au niveau de... Une fois qu'on va taper la commande continue, on va se retrouver au niveau de notre deuxième breakpoint, au niveau de la ligne 7. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer d'analyser encore une fois le contenu de ces variables. Donc on va essayer d'analyser le contenu de la première variable, qui est password buffer.
Ensuite, on va analyser le contenu de notre authentication flag. Et maintenant, nous allons essayer d'encore une fois calculer l'écart, donc retrouver la zone où se cache cette information. Donc en tapant encore x16 et password buffer. Donc password buffer se trouve à l'adresse suivante et contient 30 fois la valeur A. La variable authFlag se retrouve donc dans l'adresse suivante et contient la valeur suivante. Donc une fois le calcul fait, vous retrouverez que c'est la valeur suivante. Il n'est pas logique donc que la variable passwordBuffer puisse contenir 30 caractères A. Souvenez-vous que le buffer ne fait que 16 caractères. Et en effet, comme on peut le voir, sur la dernière commande de GDB, la variable passwordBuffer a dépassé de son emplacement en mémoire et a écrit dans des adresses mémoire qui ne lui sont pas allouées. Elle a même écrasé le début de la variable authFlag. Nous avons notre buffer overflow. Celui-ci est dû au fait que la fonction strcpy copie les données d'un buffer vers un autre sans se soucier de la taille du buffer destination et peut donc très bien lui arriver de déborder dans une mémoire qui n'est pas allouée à ce buffer. De ce fait, la variable authFlag a pris la valeur hexadécimale qu'on voit devant nous, donc 4141. Donc, comme vous pouvez le voir, on va essayer de vérifier le contenu de la variable authFlag en tapant la commande suivante. Donc, authFlag vaut 16705. Si nous demandons à GDB de continuer l'exécution, il nous affichera donc le résultat suivant, donc access granted. En effet, comme on sait, toute variable numérique non nulle étant l'équivalent d'un true, lorsque la valeur d'authFlag est retournée à la condition gérant la bonne connexion, celle-ci est autorisée. Dans cette présentation, nous avons pu découvrir le principe du buffer overflow ainsi que les techniques d'exploitation. Donc cette exploitation, comment ça se passe au niveau de la mémoire, petit à petit en utilisant les débogueurs GDB qui est vraiment très puissant grâce à un script très simple. Donc comprendre ces principes est très important pour pouvoir se développer au niveau d'exploitation avancée tel que le Stack Overflow ou autre en utilisant ce type d'attaque applicative qui est le buffer overflow. Donc je vous dis merci, à bientôt dans la prochaine vidéo et rappelons-nous de la formation avancée sur la sécurité. Nous allons pouvoir découvrir plus en avance, donc de manière plus avancée, les exploitations des failles applicatives, surtout concernant les buffers overflow. Je vous dis merci de votre suivi et à la